Dans le monde des sports extrêmes, on dit que plus on va haut, plus la chute est douloureuse. Dan Osmond a appris cette vérité à 300 mètres au-dessus du fond rocheux du parc de Yosemite lorsqu'une erreur technique a transformé une légende en une leçon éternelle. Malgré sa beauté majestueuse, le monde de l'escalade verticale recèle une vérité impitoyable. L'escalade est l'art de danser sur le fil du rasoir, où chaque mouvement peut être synonyme de triomphe ou de chute. À la fin des années 1980 et dans les années 1990, l'escalade connaissait une véritable révolution. Le culte des sports extrêmes s'emparait des jeunes esprits et les limites du possible s'élargissaient à chaque nouvelle ascension. Nulle part ailleurs cela n'a été plus évident qu'à Cave Rock, une ancienne formation volcanique surplombant les eaux cristallines du lac Tahoe, à la frontière entre la Californie et le Nevada. Cette grotte naturelle, sacrée pour la tribu locale des Washoe, avec ses corniches rocheuses en surplomb et ses parois verticales complexes, est devenue un centre d'attraction majeur et la destination la plus convoitée par une nouvelle génération d'alpinistes. À l'époque où le terme « sport extrême » faisait son apparition, Cave Rock offrait précisément cela, l'extrême dans sa forme la plus pure. Les voies de difficulté 5.13 et 5.14, catégories accessibles uniquement aux plus techniques et aux plus audacieux, étaient particulièrement attrayantes. Les parois de granit surplombant le bleu du lac Tahoe à plusieurs dizaines de mètres de hauteur ne pardonnaient pas les erreurs. Une chute y est synonyme de blessure grave ou de mort, l'impitoyable arithmétique de la gravité, impossible à ignorer. Pendant ce temps, dans la vallée de Yosemite, à 320 km au sud-ouest de Tahoe, les parois verticales d'El Capitan et de Half Dome attiraient depuis longtemps les meilleurs grimpeurs du monde. Mais le véritable test était la Leaning Tower, une tour de granit inclinée de plus de 300 mètres de haut qui semble défier les lois de la physique avec son inclinaison dangereuse. Dans ce lieu de pur risque, le destin avait préparé la dernière étape pour l'un des alpinistes les plus audacieux de l'époque. Dans ces années-là, la culture de l'extrême façonnait une génération. MTV diffusait des publicités mettant en scène des cascadeurs et des skateurs. Les magazines étaient remplis de photos d'athlètes intrépides et les cassettes de cascades extrêmes passaient de main en main. L'esprit de rébellion et l'addiction à l'adrénaline définissaient l'époque, bien avant que les médias sociaux ne banalisent de tels exploits. C'est dans ce monde, plein de hauts et de bas, qu'est entré un homme dont le nom est devenu synonyme de courage insondable et de destin tragique. Un homme qui a porté le vol libre à la corde vers des sommets jusqu'alors inaccessibles, tant au sens propre, la hauteur des sauts, qu'au niveau du développement du sport lui-même. Voici l'histoire de Dan Osmond, charpentier, père, innovateur et chercheur des limites de l'effort humain. Entre le triomphe et la tragédie, il n'y a qu'un nœud, un moment, où 300 mètres de chute libre séparent le génie des sports extrêmes de la rencontre avec l'éternité. Dan Osmond est né le 11 février 1963. Résidant à South Lake Tahoe, il combine son travail de charpentier avec une passion irrésistible pour l'escalade. À l'âge de 14 ans, il a escaladé Cave Rock pour la première fois, s'accrochant aux fissures pendant que d'autres jouaient au football. Sa vie était caractérisée par une simplicité remarquable. Un appartement modeste, des affaires minimales, seulement l'équipement le plus essentiel. Il se qualifie lui-même de « apprenant lent », rappelant qu'il a travaillé pendant 8 ans pour atteindre le niveau d'expert. Chaque jour, il se rendait à Cave Rock, au-dessus de la surface brillante du lac Tahoe, passant des heures à perfectionner ses compétences sur les mêmes voies, mémorisant chaque corniche et chaque fissure. La routine d'Osmond était simple. Quelques mois de travaux de construction, puis des semaines sur les rochers. Sur le chantier, je gagnais ma vie, sur les rochers, je vivais, disait-il à ses amis. Ses amis disaient en plaisantant qu'il dormait avec une carabine sous son oreiller. Le tournant s'est produit au milieu des années 80 lorsque Dan a rencontré Dave Griffiths dans le parc national de Joshua Tree. Un jour où Griffiths se débattait avec la voix Acid Crack, Osmond s'est lancé à sa poursuite, montrant quelques mouvements qui ont surpris son compagnon plus âgé. Il avait le physique parfait pour un grimpeur, se souviendra plus tard Griffith. Léger mais fort, avec un excellent rapport force-poids. Mais ce qui comptait le plus, c'était sa force mentale, sa capacité à se concentrer dans un moment d'effort extrême. À la fin des années 80, Dan Osmond commence à expérimenter des ascensions en solo sans assurance. La voie Atlantis, dans le parc national de Sequoia, est devenue l'un de ses solos phares, une voie techniquement difficile où la moindre erreur pouvait signifier la mort. Osmond a cependant sa propre vision de la peur et du risque. Le solo n'est qu'un jeu. Un jeu sérieux, mais un jeu.
Le prix d'une erreur est votre vie, alors vous feriez mieux de savoir exactement ce que vous faites, a-t-il dit à un ami, des mots qui sont devenus le manifeste de sa philosophie de vie. Derrière le caractère réservé et la modestie d'Osmond se cachait une profondeur et une complexité. Peu compétitif et cherchant rarement à s'exprimer en public, il était centré sur un défi intérieur, non pas pour battre les autres, mais pour dépasser ses propres limites. Cette qualité a donné à sa figure une signification particulière dans une communauté où l'ego était souvent plus important que la véritable réussite. Au début des années 1990, Dan Osmond était passé du statut d'alpiniste inconnu à celui de légende locale, un homme qui ne se contentait pas de conquérir les rochers, mais comprenait leur langage, leur écriture secrète, gravée par des millions d'années d'érosion et de changements géologiques. En 1959, lors d'une nouvelle voie sur Cave Rock qu'il nommera plus tard Phantom Lord, Dan Osmond a vécu une expérience qui a changé sa perception de l'extrême. Alors qu'il travaillait sur une corniche en surplomb, il tomba à plusieurs reprises, se laissant tomber à l'aide d'une corde à une hauteur considérable. Ces chutes, les whippers comme les appellent les grimpeurs, sont d'abord effrayantes, mais une chose étonnante se produit bientôt, la peur est remplacée par l'exaltation. À un moment donné, je me suis rendu compte que la chute était pour moi un plus grand défi que l'escalade elle-même, a-t-il admis plus tard dans une interview accordée à Rock on Ice. Ainsi, après s'être confronté à sa propre peur de tomber et avoir appris à la maîtriser, Osmond a soudain découvert un nouveau domaine de l'escalade extrême, le monde de la chute libre contrôlée. En 1991, Dan expérimente déjà ce que l'on appellera plus tard le rope free flying, c'est-à-dire le saut à l'aide d'une corde avec un étirement minimal, ce qui permet une chute libre beaucoup plus longue qu'avec le saut à l'élastique. Son système était radicalement différent du saut à l'élastique. Au lieu d'une corde élastique, il utilisait une corde dynamique en nylon d'un diamètre de 10-11 mm qui arrêtait la chute brusquement, mais pas très loin du sol. L'histoire aurait pu se dérouler différemment s'il n'y avait pas eu une rencontre fortuite à Cave Rock durant l'été 1991. Eric Perlman et Mike Hatchett, réalisateurs d'un documentaire sur l'escalade, remarquent une personne seule en train d'escalader une voie de difficulté 5.14, une cotation réservée à l'élite des grimpeurs de classe mondiale. Perlman l'a immédiatement senti. La caméra aime cet homme. L'un des aspects que tout le monde connaît, mais que l'on exprime rarement, c'est que Dan était un brillant interprète. La caméra l'aimait pour sa ligne et la fluidité de ses mouvements, se souviendra plus tard Perlman. Osmond devient donc la star de son premier film, Masters of Stone, qui filme non seulement ses escalades, mais aussi ses premières expériences en matière de saut. Le film lui a apporté une notoriété bien au-delà de sa communauté locale, et bientôt MTV diffusait déjà des publicités mettant en scène ses chutes, touchant ainsi un public de plusieurs millions de personnes. Au fur et à mesure que sa renommée grandit, l'ampleur de ses sauts augmente. D'une hauteur initiale de 300 pieds, Osmond passe à 600, puis à 800, en installant des systèmes de plus en plus complexes. Sa réflexion d'ingénieur se traduit par des configurations inventives de cordes, de poulies et de points d'ancrage que les grimpeurs expérimentés qualifient d'œuvres d'art. Contrairement aux sauteurs à l'élastique qui utilisent des plateformes commerciales, Osmond installe ses systèmes dans les endroits les plus inaccessibles, sur les falaises, les ponts et les arches des canyons de l'Utah. Ce faisant, il a délibérément évité les systèmes d'assurage en double, se contentant d'une seule corde et de ses propres calculs, une approche qui lui a valu à la fois admiration et critique. Le passage de l'escalade au vol libre sur corde n'était pas seulement un changement de discipline pour Osmond, c'était aussi une extension logique de son voyage intérieur, une recherche constante de nouvelles facettes des sports extrêmes. J'ai vraiment peur. Je fais cela pour apprendre à surmonter la peur, à nager dedans et à la dépasser. Ces mots révèlent la véritable motivation d'un homme pour qui le risque n'est pas seulement une poussée d'adrénaline, mais une expérience profonde de découverte de soi. Derrière les sauts vertigineux et la célébrité grandissante se cachait une autre facette de la vie de Dan Osmond. À la fin des années 80, il se marie, mais son union est de courte durée. Son obsession pour le rock et ses projets de plus en plus risqués ont ruiné le mariage. De cette brève union est cependant née la chose la plus précieuse de sa vie, sa fille Emma. Au début des années 90, alors que Dan s'était déjà séparé de sa femme, la petite Emma vivait avec sa mère. Il voyait sa fille lorsqu'il revenait à Tahoe entre deux voyages, mais les rencontres étaient sporadiques, l'emploi du temps d'un alpiniste itinérant se combinant rarement avec la vie mesurée d'un enfant. En mourant, je laisserai tomber tout le monde, ma famille, mes amis.
Emma s'en sortira, elle ira bien, mais je la priverai de son père, confie Osmond à ses proches. On pouvait entendre l'anxiété dans sa voix, mais aussi le fatalisme, comme s'il avait déjà accepté l'inévitabilité du choix entre la passion et le devoir. « Lorsque je saute, je me sens plus vivant que jamais », a-t-il déclaré lors d'une interview. Mais quand je rentre chez moi et que je vois Emma, je réalise que je dois vivre pour voir sa remise de diplôme, pour voir son mariage. En 1998, alors que le nom de Dan Osmond est devenu légendaire et que ses sauts atteignent des sommets sans précédent, un conflit interne atteint un point critique. Le paradoxe de sa vie est que sa recherche de la liberté par la chute ne fait que le maintenir plus fermement ancré au sol, à sa fille, à ses responsabilités, à l'idée que son obsession a un prix exorbitant. Et le pendule de sa vie a continué à osciller entre sécurité et risque, entre paternité et passion pour le vol, l'emportant toujours plus loin vers de nouveaux sommets où l'air devenait de plus en plus mince et la marge de sécurité de plus en plus réduite. La célébrité croissante a un prix. Au milieu des années 1990, après la sortie de plusieurs films de Masters of Stone le mettant en scène, le nom de Dan Osmond suscite des réactions opposées dans la communauté des sports extrêmes. Pour certains, il était une icône, un alpiniste repoussant les limites du possible. Pour d'autres, un showman téméraire faisant passer le spectacle avant la sécurité. Dan a fait des choses dont nous ne pouvions que rêver, se souvient le jeune Alex Honnold qui regardait les cassettes de ses ascensions à Sacramento lorsqu'il était enfant. Dans le même temps, une génération plus âgée de grimpeurs secouait la tête. Il va trop loin. Ce n'est plus de l'escalade, c'est un cirque. Ces sauts ont particulièrement inquiété les gardes des parcs nationaux, après qu'Osmond a effectué une série de sauts spectaculaires depuis le pont de Forest Hill à plus de 120 mètres de haut en Californie, les autorités locales ont intensifié les patrouilles sur le site. Il donne un exemple dangereux, a déclaré un porte-parole lorsque la vidéo du saut a été diffusée dans les médias locaux. Les amateurs qui n'ont pas suivi sa formation essaieront de le reproduire et mourront. Les systèmes techniquement complexes d'Osmond faisaient l'admiration des ingénieurs. Il calculait les trajectoires de chute à quelques mètres près en s'appuyant sur des connaissances en physique et sur les propriétés des matériaux acquises par l'expérience. Mais les critiques ont pointé du doigt l'élément le plus important, l'absence d'un système de sécurité redondant. Dans le monde de l'escalade industrielle et même de l'élastique commercial, cela serait impensable. Dans l'escalade traditionnelle, il y a des compagnons, des relais, des crochets, tout un système. Dan n'avait qu'une corde et une confiance absolue dans ses calculs, commente Dave Griffith. Cette foi frise la confiance en soi, mais elle est l'essence même de sa philosophie du risque. En avril 1997, après un saut en arche particulièrement dangereux dans les canyons de l'Utah, Osmond donna une interview au magazine Outside, dans laquelle il exprimait son attitude face à la peur. « J'ai vraiment peur à chaque fois. Seuls les imbéciles ou les menteurs n'ont pas peur. Mais c'est précisément à cause de la peur que je me lance, pour apprendre à vivre avec elle, à m'en imprégner et à la dépasser. Lorsque vous regardez vraiment la peur dans les yeux, vous commencez à comprendre quelque chose sur vous-même et sur la vie qu'il est impossible de comprendre autrement. » En 1998, les conflits extérieurs n'ont fait que s'intensifier. Yosemite, le saint des saints de l'escalade américaine, devient la prochaine cible d'Osmond. Le parc national, avec ses règles strictes et ses gardes vigilants, représentait un double défi, à la fois en tant que paysage pour des sauts records et en tant que zone où ses activités se situaient dans une zone grise de l'égalité. Pour Dan, il s'agit d'une nouvelle frontière, la dernière et la plus importante. Octobre 1998. La vallée de Yosemite, protégée par des murs de granit et des pins millénaires, est particulièrement impressionnante dans la lumière de l'automne. Ici, entre la légendaire falaise de la Leaning Tower et la méconnue Fifi Buttress, Dan Osmond et son équipe installent un système qui va changer la perception de ce qu'il est possible de faire en vol libre sur corde. Une ligne horizontale de 365 mètres de long entre deux points a permis un saut record de plus de 305 mètres de chute libre. L'installation a duré des semaines. Chaque élément du système, des points d'attache aux nœuds, a été testé plusieurs fois. Dan a travaillé avec une grande précision, sachant que les moindres millimètres peuvent faire la différence à cette échelle. Parmi ses partenaires de saut temporaire se trouvait Dean Potter, une étoile montante de l'escalade qui établirait plus tard des records de vitesse sur El Capitan. Malgré son courage, Potter admet que les sauts d'Osmond le mettent mal à l'aise. « Mon travail d'escalade a toujours été axé sur le contrôle,
Alors me jeter d'une falaise en pensant que je pourrais survivre, que je pourrais mourir, me rendait un peu nerveux. Le 17 octobre, alors qu'il se prépare pour le saut du record, le téléphone de Dan sonne. C'est sa fille Emma, la voix tremblante de larmes. « Papa, j'ai peur pour toi », dit-elle. Sans hésiter, Osmond pose son matériel et monte dans la voiture. « C'est plus important », dit-il brièvement à ses camarades surpris. Le rocher pouvait attendre, sa fille non. 2 jours plus tard, de retour à Yosemite après un voyage pour voir sa famille, Osmond est confronté à un coup du sort imprévu. Il est arrêté par les gardes forestiers pour des tickets de parking impayés et d'autres infractions mineures. Une situation qui aurait pu être résolue par un simple paiement s'est soudainement aggravée. Dan a été placé en isolement pendant 12 jours. La sévérité de l'isolement pour un contrevenant à une contravention de stationnement semblait excessive. Les amis d'Osmond parlent d'une leçon de démonstration, une façon pour le garde forestier de le dissuader de sauter dans un parc national. Quoi qu'il en soit, pour un homme habitué à la liberté des falaises et du ciel ouvert, les murs de la cellule représentaient une épreuve plus sévère que n'importe quel défi physique. 12 jours plus tard, lorsque des amis ont réuni une caution de 25 000 $, Dan a été libéré. Eric Perlman, le réalisateur de Masters of Stone qui avait offert sa maison en garantie, l'a rencontré à Reno. Il était déprimé après tout ce temps passé seul. Se souviendra plus tard Eric Perlman, qui a vu Dan Osmond passer du temps avec sa fille, essayant d'être un père normal malgré le tumulte intérieur. Au cours de ces journées de novembre 1998, ses proches ont constaté un changement chez Dan. Il parle du dernier grand saut et dit qu'il est temps de vivre une vie plus tranquille. Dans une rare interview, il admet « Quand tout cela sera terminé, j'ai hâte de passer du temps avec ma fille et ma famille, et surtout de m'allonger sur le canapé pendant un certain temps. Cela fait longtemps que je suis lancé à une vitesse cosmique et je pense que chaque chose a son temps avant de commencer à vous rattraper. J'ai ce groupe charismatique d'anges gardiens qui ont besoin de vacances payées. Personne n'aurait pu deviner que ces paroles se révéleraient prophétiques et que les anges gardiens étaient effectivement fatigués. 2 pneus crevés, il faut retourner au système de Yosemite pour le démonter, explique Dan Osmond à son ami Miles Dasher, qui lui demande de le raccompagner tard dans la soirée du 20 novembre 1998. Après avoir été libéré sous caution et avoir passé quelques jours avec sa famille à Reno, Osmond semblait résigné à l'idée que son ambitieux projet devait être abandonné. Mais quelque chose dans ses yeux disait le contraire. Ils arrivent à Yosemite le 21 novembre et escaladent la tour penchée le soir même. Osmond connaît chaque pierre de l'itinéraire, même dans l'obscurité. La ligne entre la tour et le contrefort Fifi, tendue depuis 1 mois, est toujours en place malgré les pluies et la neige de novembre. Le système a résisté aux intempéries, mais la corde de 300 mètres qu'il a sautée en octobre a inévitablement été exposée aux éléments. Le matin du 22 novembre, plutôt que de commencer le démontage, Osmond propose « Testons d'abord le système, je ferai le saut, puis vous ». Miles, qui fait confiance à l'expérience de Dan, accepte. Les sauts sont réussis et il passe la soirée à réapprovisionner le magasin du village, à parler du lendemain, mais pas un mot sur le démontage du système. Le 23 novembre 1998 à 16h15, Miles effectue son saut et descend en rappel le long des cordes stockées dans sa pochette de ceinture. Lorsqu'il retourne à la tour vers 17h30, il trouve Osmond en train de préparer fébrilement un nouveau saut. Le soleil glisse déjà vers l'horizon, plongeant la vallée dans le crépuscule. « Je vais sauter de 330 mètres de corde, ce qui signifie que je ne serai qu'à 45 mètres du sol lorsque je m'arrêterai, explique Osmond en ajoutant 22 mètres de corde supplémentaires, soit 3 fois plus que d'habitude. Il a également modifié l'angle du saut, ce qui l'oblige à sauter par-dessus la ligne de récupération. Dans l'obscurité naissante, il a sorti son téléphone pour informer ses amis de l'imminence du record. Il glisse le téléphone dans l'étui qu'il porte sur la poitrine et se prépare à sauter. Le vent se lève, l'air froid se remplit d'impatience. Avec le recul, Dasher a vu les signes avant-coureurs. La précipitation due à l'obscurité, l'augmentation significative de la corde, le changement d'angle, la confiance d'Osmond qui frise la peur. Mais à ce moment-là, la foi dans les compétences exceptionnelles de Dan l'a emporté sur les doutes. Ce n'est pas seulement une question de corde, a déclaré Osmond avant le saut, en regardant la vallée en contrebas. Il s'agit d'affronter sa peur. Tomber est la forme la plus honnête de prière. Dasher regarda la torche du casque de Dan disparaître dans l'obscurité. Il entendit le bruit d'une corde tendue qui commençait à fouetter, puis l'arrêt soudain de ce bruit.
le cri d'Osmond. Puis un lourd bruit sourd. Paniqué, Dowsher tente de le contacter par radio, mais il n'y a pas de réponse. Au fur et à mesure que le silence s'installe, les pires craintes se transforment en une insoutenable certitude. Le cœur de Miles Dasher bat à tout rompre tandis qu'il descend les escaliers dans l'obscurité. Chaque seconde lui paraissait une éternité. Arrivé à la base, il allume sa lampe frontale et commence à se frayer un chemin dans le champ rocheux en dirigeant le faisceau lumineux entre les rochers et les arbres. À 18h40, Dowsher aperçoit un bout de corde qui pend d'une branche en hauteur. En dirigeant son regard vers le bas, il aperçoit Osmond couché sur le côté. Dans un dernier espoir, Dasher s'est précipité et a cherché un pouls. Il n'y a pas de pouls. Dan avait l'air presque serein, comme s'il s'était endormi. Aucune blessure visible, aucune grimace de douleur, juste la paix parfaite d'un homme qui ne lutte plus contre la gravité terrestre. À l'âge de 35 ans, Dan Osmond effectue son dernier vol. Dasher, ébranlé, se précipite sur les rochers jusqu'au parking le plus proche où il s'efforce de composer le numéro de son ami sur une cabine téléphonique. « Dan est mort », dit-il en sanglotant. « Il est à terre. Je viens de le voir. Il est mort. » Un appel au 911 s'ensuit. 1 heure plus tard, le médecin légiste arrive avec des gardes forestiers qui ont tenté de se rendre sur les lieux, mais ont rebroussé chemin en raison des conditions glissantes. La pluie de la nuit avait transformé les rochers en pièges mortels. Il contacte Dean Potter, alors membre de Yosemite Search and Rescue, et lui demande de retrouver le corps. Potter arrive en fin d'après-midi et passe la nuit à côté du corps de son ami, le protégeant des animaux sauvages. Par une étrange ironie du sort, Potter, qui n'était pas très à l'aise avec les sauts d'Osmond, se retrouvait à présent le dernier gardien de son repos, sans savoir que 17 ans plus tard, il mourait lui-même dans un accident de base jump non loin d'ici, à Taft Point, dans le Yosemite. Le lendemain, en examinant les cordes, Potter et les experts techniques découvrent un indice sur la tragédie. Dan Osmond n'avait pas réalisé qu'en changeant l'angle du saut, il exercerait une charge excessive sur l'un des nœuds reliant les sections de sa corde. Cette charge, environ 10 à 12 kN, soit l'équivalent de 1200 kg, dépassait la résistance de la connexion, provoquant le glissement du nœud. Cette erreur technique, aggravée par un mois d'exposition à la pluie et à la neige sur l'équipement, a été fatale à un homme qui affirmait toujours « Ma vie dépend de la corde, je connais donc la corde mieux que quiconque ». Par une ironie tragique, les derniers mots qu'il a adressés à Dasher « Et tout est prêt, se sont révélés être la plus grande erreur qu'il ait jamais commise. L'homme qui a enseigné aux autres à se baigner dans la peur n'a peut-être pas ressenti suffisamment de peur à ce moment-là pour s'arrêter. La ligne imperceptible entre le courage et la témérité, comme la frontière entre la vie et la mort, a été franchie dans le ciel crépusculaire de novembre du Yosemite, lorsque la corde, au lieu d'être un pont entre la chute et l'envol, est devenue un fil effiloché du destin. Pendant 3 semaines après la tragédie, le système d'Osmond est resté suspendu entre la Leaning Tower et le Fifi Buttress, y compris une grande partie de la ligne de saut cassée. Les gardes forestiers mènent une enquête qui progresse plus lentement que les amis de Dan ne l'avaient prévu. En décembre 1998, l'équipe de secours a récupéré les sections supérieures de la ligne de saut et les a envoyées pour examen. Une société qui fabrique des équipements d'escalade de classe mondiale a procédé à une analyse approfondie. Les résultats sont sans équivoque. Osmond n'avait pas prévu que le changement d'angle de saut exercerait une tension excessive sur l'un des nœuds. Aucun sabotage délibéré n'a été découvert. Des rumeurs selon lesquelles les gardes forestiers auraient endommagé la corde en guise de leçon ont circulé dans la communauté des grimpeurs, mais l'analyse en laboratoire a réfuté cette théorie. Les cordes n'ont pas été endommagées de manière significative par l'exposition au soleil et à la pluie en 3 semaines. Techniquement, la conclusion était simple. Un nœud clé avait glissé, mais ne s'était pas rompu. Le 28 novembre 1998, par une journée froide et venteuse, plus de 200 amis et membres de la famille se sont rassemblés à Cave Rock, au-dessus du lac Tahoe, pour rendre hommage à Dan Osmond. Ses cendres ont été dispersées sur les eaux du lac qu'il aimait tant et où il a passé les meilleures années de sa vie. Emma, 8 ans, debout à côté de sa mère, regarde les cendres de son père emportées par le vent. Eric Perlman, Dave Griffith, Miles Dasher et d'autres amis proches ont prononcé des mots d'adieu sur son courage, son talent, son humanité au-delà des rochers et des caméras. Le même jour, les amis d'Osmond ont annoncé la création d'un fonds commémoratif pour Emma.
Reconnaissant que son père, malgré sa célébrité grandissante, avait vécu modestement et n'avait pas laissé d'économie importante, la communauté a décidé d'assurer son avenir. Les fonds ont été affectés à l'éducation d'une jeune fille qui avait grandi en écoutant les histoires d'un père qui pouvait voler. Dean Potter, qui a gardé le corps d'Osmond la nuit suivant la tragédie, a déclaré plus tard « Dan a vécu sa vie comme il l'entendait, pleinement, intensément, en acceptant le risque comme faisant partie du voyage. On peut discuter de ses choix, mais pas de sa sincérité à suivre sa vision. » À Yosemite, où s'est déroulée la dernière scène de sa vie, le souvenir de l'homme qui dansait avec les abîmes est présent chez les gardes forestiers et les alpinistes. Le parc qu'il a arrêté est devenu le lieu de sa légende, une contradiction qu'Osmond apprécierait probablement. La mort de Dan Osmond a divisé le monde des sports extrêmes. Les critiques l'ont accusé d'imprudence et d'irresponsabilité à l'égard de sa fille. Ceux qui l'ont connu personnellement ont vu un homme courageux qui affrontait consciemment ses peurs. Ce n'était pas un fou qui risquait sa vie pour l'adrénaline, a déclaré Eric Perlman dans le magazine Outside. C'était un explorateur, un artiste qui travaillait avec la peur et la gravité. Ce qui, pour d'autres, semblait téméraire, était pour lui un processus profondément conscient. En 2007, l'US Forest Service a définitivement fermé Cave Rock à l'escalade. Il y avait quelque chose de symbolique dans le fait que l'endroit qu'Osmond avait transformé d'un site encombré en un espace emblématique pour les grimpeurs restait son domaine, intact pour les nouvelles générations. Alex Honnold, qui s'est rendu célèbre en escaladant El Capitan en solitaire, a reconnu l'influence d'Osmond. Dan Osmond a fait des choses sur Cave Rock qui, pour moi, enfant, représentaient les seules voies sportives que je connaissais. C'était une source d'inspiration. L'héritage d'Osmond dans le domaine du vol libre sur corde est plus complexe. Son approche minimaliste de la sécurité ne s'est pas imposée, le coût d'une erreur était trop élevé, mais son attitude philosophique face à la peur a influencé les sports aériens extrêmes modernes. L'histoire de Dan Osmond nous rappelle que la frontière entre le triomphe et la tragédie est ténue. Les sports extrêmes testent les limites des capacités humaines, mais les dangers encourus ne doivent jamais être sous-estimés. La plus grande leçon de Dan Osmond est peut-être l'importance de l'équilibre. Entre la passion et la responsabilité, entre l'innovation et la préparation, entre la liberté et l'attention portée à ceux qui nous aiment. Comme il l'a lui-même déclaré dans sa dernière interview, « Lorsque tout cela sera terminé, j'aurai vraiment hâte de passer du temps avec ma fille et ma famille. » Pour ceux qui se tournent vers les mondes verticaux à la recherche d'eux-mêmes, son histoire est à la fois une source d'inspiration et un avertissement, aussi beau et impitoyable que les murs de granit de Yosemite à l'aube. La tragédie de Dan Osmond soulève la question suivante. Où se situe la limite entre le courage et la témérité ? Préféreriez-vous vivre une vie courte mais colorée, remplie de moments extrêmes, ou une vie plus longue mais plus mesurée ? Osmond était-il égoïste de risquer sa vie alors qu'il avait une fille en pleine croissance, ou sa volonté de surmonter la peur pouvait-elle être considérée comme une forme particulière de bravoure ? Et si vous aviez su que le dernier saut serait fatal, l'auriez-vous prévenu ? Ou bien certaines leçons de l'humanité doivent-elles être apprises de cette manière, à travers la perte et la tragédie ? Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans les prochains épisodes.